Monsieur le cardinal, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je remercie à nouveau Jean-Pierre Michel d'avoir bien voulu présider l'audition précédente. Vous savez qu'aujourd'hui, nous recevons l'ensemble des représentants des cultes depuis 2 heures de l'après-midi, 14 heures, jusqu'à 20 heures ce soir. J'espère que vous serez édifiés. Écoutez, nous serons, je pense, instruits, éclairés, et nous sommes très attentifs à vos propos. Alors, je veux préciser, cela a été fait tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas là, cela a été fait par Jean-Pierre Michel, que nous avons appris ce matin que le gouvernement avait l'intention, sous réserve naturellement des décisions de la conférence des présidents, mes chers collègues, je ne vais pas vous apprendre cela, que le texte ne vienne devant le Sénat que le 2 avril, en séance plénière. Ce qui nous permettra de faire peut-être... Monsieur Duluard, je vois que vous connaissez la liturgie, ça ne m'étonne pas. Et bien. Alors, donc cela nous permettra de faire quelques auditions complémentaires. On nous a fait à cet égard des suggestions. Et cela nous permettra aussi d'avoir le temps de travailler sur le rapport de Jean-Pierre Michel. Mais vous voyez que je parle de Jean-Pierre Michel, mais que je devrais parler de Michel Meunier. Car Michel Meunier est la rapporteure de la Commission des affaires sociales. Donc nous avons 2 rapporteurs, Madame Michel Meunier et Monsieur Jean-Pierre Michel. À tous les 2, ça donnera le temps de faire le rapport, car j'ai entendu parler ici ou là de vote conforme, mais nous ferons le travail et vous jugerez, mes chers collègues, de ce qu'il y a lieu de voter, comme nous le faisons toujours souverainement au Sénat. Bien. Donc, je vous propose, Monsieur le cardinal, de vous donner la parole pour un exposé introductif. Je ne sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, de donner la parole à nos collègues pour qu'ils puissent vous poser des questions, commençant par nos 2 rapporteurs. Voilà, vous avez la parole, Monsieur le cardinal. Je précise, mais tout le monde le sait, que vous êtes aussi président de la conférence des évêques français. Et puis que nous sommes au lendemain d'une annonce quand même qui a été le signe peut-être d'une modernisation finalement dans une institution que nous respectons bien entendu au plus haut point dans le cadre de la laïcité qui nous réunit tous. Bien. Merci. Comment ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est évidemment un peu une gageure de prendre la parole sur ce sujet après tous ces jours de débats à l'Assemblée nationale et de débats publics à travers les médias de toutes sortes. Mais il n'est jamais mauvais de repréciser ses points de vue et les raisons que l'on peut avoir de formuler quelques réflexions. Avant d'aborder les enjeux du projet lui-même, je voudrais faire simplement une remarque sur une approche qui est très fréquemment évoquée et répandue, qui consiste à prétendre que puisqu'il y a des situations de fait, il faut que la loi les légitime. Je pense que c'est une approche qui mériterait d'être plus approfondie parce que si les législateurs se sentent obligés de légaliser tous les comportements à partir du moment où ils ont une certaine fréquence, on s'avance dans une direction où l'aspect pédagogique et régulateur de la loi risque d'être difficile à maintenir parce que ça ne permet pas de tenir compte des situations réelles. Donc je voudrais maintenant de façon synthétique évoquer quelques-uns des enjeux qui me paraissent importants dans le projet de loi qui vous est soumis. La première remarque que je voudrais faire, c'est une question qui peut paraître un peu byzantine, mais qui ne l'est pas. C'est la question de savoir si la différence sexuelle
est une inégalité. C'est-à-dire, est-ce que l'intention déclarée du projet d'établir un dispositif pour plus d'égalité repose sur l'idée qu'il y a une inégalité et une injustice juridique dans des différences factuelles. Qu'il y ait une différence sexuelle, c'est un fait. Comme chacune de nos existences sont marquées par des différences factuelles qui n'impliquent pas une inégalité juridique. Et donc, laisser croire qu'une décision législative va pouvoir effacer les effets de la différence sexuelle, c'est quelque chose qui ne peut que conduire à une insatisfaction assez profonde, y compris parmi celles et ceux qui souhaitent le plus ardemment l'aboutissement de ce projet de loi. Car la confusion repose sur le fait que le respect de la dignité, qui doit être égal pour tous, est identifié à une identité de statut juridique. Donc la première objection, je dirais, concerne la question fondamentale du respect de la réalité sexuée de l'existence humaine et de sa gestion par la société. C'est d'ailleurs assez piquant que dans une période où l'on prône et on essaye de mettre en œuvre la parité stricte dans de nombreux domaines de la vie sociale, on va la rendre facultative dans le seul domaine où elle était constitutive. Ça va devenir un peu paradoxal. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est sur la fonction sociale du mariage, c'est-à-dire que le mariage est une institution et n'est pas simplement le reflet d'une relation affective particulière. Le discours en faveur de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe part d'une vision dans laquelle on ne retiendrait du mariage civil que le lien amoureux, et on fait alors valoir que c'est injuste, évidemment, de refuser le mariage aux personnes de même sexe qui s'aiment. Mais contrairement à ce qui est soutenu, dans l'expérience sociale de l'humanité, le mariage n'est pas un certificat de reconnaissance du sentiment amoureux. Il a une fonction sociale pour encadrer la transmission de la vie et articuler dans le domaine personnel et patrimonial les droits et les devoirs des époux entre eux et à l'égard des enfants à venir. La conception individualiste du mariage est contraire au fondement de notre édifice juridique. D'ailleurs, en plus, le mariage a aussi une utilité sociale, même s'il n'est plus l'unique porte d'entrée dans la vie de famille. Il continue néanmoins à favoriser la stabilité conjugale et familiale qui correspond à une aspiration profonde d'une très grande majorité de nos concitoyens. Et cette aspiration est non seulement bénéfique pour les membres de notre société, mais elle profite à la société tout entière car elle permet de développer un tissu de solidarité intergénérationnelle dans le domaine de l'éducation et de la solidarité. Le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la dimension symbolique de la relation au père et à la mère. Nier la différence sexuelle au profit d'une promotion d'une parentalité élective occulte gravement la charge symbolique des relations de fait entre les deux sexes. Et nous savons bien qu'un enfant ne peut s'identifier lui-même dans son originalité que si sa naissance s'inscrit dans une relation où l'échange des personnes est le gage d'un engagement mutuel. Cet oubli, on peut dire cet oubli, qui est une façon neutre de parler, on pourrait dire une occultation si on avait une expression moins neutre,
cet oubli de la dimension symbolique de la différence sexuelle se répercute forcément sur la manière d'aborder la question de l'enfant. Car le projet de loi non seulement met en œuvre une forme de mariage ouverte aux personnes du même sexe, mais ouvre l'accès à la parenté par l'adoption. Ça pose de nombreuses questions qui, jusqu'à présent, à mon avis, sont restées sans beaucoup de réponses. Et ces questions ont été formulées de différents côtés en s'appuyant principalement sur le caractère prioritaire de l'intérêt de l'enfant. Or, nous savons de sciences certaines, puisque c'est une science statistique, que le nombre des enfants adoptables en France et même à l'échelon international est de plus en plus restreint. Et donc, il va aussi se poser une question de savoir quel est l'intérêt réel d'ouvrir un droit qui ne pourra pas se réaliser. Sauf si on prend en considération une question très importante et qui est une question réelle, qui existe, de couples de personnes homosexuelles ayant les enfants de l'un des deux membres du couple qu'il a eu par ailleurs dans une autre relation conjugale ou dans une autre relation amoureuse. Et à ce moment-là, la question de l'adoption n'est pas la question de l'adoption en soi, de façon abstraite, c'est la question de savoir comment on gère juridiquement le statut de ces enfants qui existent, qui appartiennent à une famille, et dans laquelle il y a deux parents connus. Reconnus, c'est autre chose, mais deux parents connus, même si l'un des deux ne fait pas partie du cercle familial actuel. Des enfants nés d'un des conjoints homosexuels ont un père ou une mère qui existe quelque part, et ils le savent. Or, dans toute la jurisprudence de l'adoption, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en compte, et on a été frappé, comme le rappelait à juste titre le défenseur des droits devant la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale, on est frappé par l'absence de référence aux conséquences possibles pour les enfants. Comme si le projet ne visait qu'à satisfaire les attentes des adultes en s'acheminant volens nolens vers une reconnaissance d'un droit à l'enfant. Le point suivant sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la lisibilité de la filiation. Cette lisibilité et l'inscription dans une histoire et une lignée sont essentielles pour la construction de l'identité. C'est pourquoi tout enfant venu au monde a droit à connaître ceux qui l'ont engendré et à être élevé par eux, conformément à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la France en 1990, dont je rappelle l'article 7, paragraphe 1. L'enfant est enregistré dès sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors nous savons bien, malheureusement, qu'il existe des situations exceptionnelles de personnes qui, pour le bien de l'enfant, doivent assumer la responsabilité parentale. Mais il ne semble pas très opportun que la loi, que le législateur prenne l'initiative d'organiser l'impossibilité pour les enfants de connaître leurs parents ou d'être élevés par eux. Ce qui serait le cas si on accède aux demandes de parenté des personnes homosexuelles, que ce soit par le biais de l'adoption ou de la procréation médicalement assistée. Un point encore sur le changement, le bouleversement de l'état civil. Ce changement
seraient directement perceptibles par chacun dans les modalités d'établissement de l'état civil, déclaration, dénomination des parents, établissement et authentification de la filiation, établissement de papier, etc. La privatisation de l'acte social du mariage produirait un affaiblissement supplémentaire de la cohésion sociale et les ajustements auxquels le débat à l'Assemblée nationale a permis d'avoir accès à travers les déclarations des ministres qui défendaient le projet, les ajustements successifs pour aboutir, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris et je ne suis pas sûr surtout d'être à la version finale de l'histoire, aboutir au projet de 3 livrets de famille ne peut que laisser rêveur sur la non-discrimination souhaitée. Je passe rapidement parce que ça n'est pas l'objet explicite du projet de loi, bien que je pense qu'il découlera de la logique de ce projet de loi, s'il est adopté, le glissement inévitable entre adoption, PMA et gestation pour autrui, puisque le principe fondateur du projet de loi est le principe de référence, sera le principe d'égalité, et que ce principe d'égalité ne supportera pas que, par exemple, des couples de femmes aient accès à la parenté par la PMA et que des couples d'hommes n'y aient pas accès. Sinon, pour réintroduire une discrimination sexuelle qui n'est visiblement pas l'objectif qui est visé. En conclusion, les enjeux anthropologiques et sociaux, ainsi que la protection des droits de l'enfant, ne sont pas pris suffisamment en compte ou passés sous silence. Le discours dominant, égalitariste, choisit délibérément d'ignorer la différence entre les personnes homosexuelles et hétérosexuelles à l'égard de la procréation et veut faire croire que le lien entre conjugalité et procréation n'est pas pertinent pour la vie en société. La demande de l'élargissement du mariage civil ne peut être traitée sous le seul angle de la non-discrimination, car cela suppose de partir d'une conception individualiste du mariage, qui n'est pas celle du droit français jusqu'à ce jour, pour lequel le mariage a une claire vocation sociale. Le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels, c'est le bien de la communauté tout entière, et seul le souci du bien commun peut venir arbitrer les conflits des droits individuels. La véritable question est alors de savoir si, dans l'intérêt du bien commun, une institution régie par la loi doit continuer à dire le lien entre conjugalité et procréation, le lien entre l'amour stable d'un homme et d'une femme et la naissance d'un enfant, pour rappeler à tous que la vie n'est pas un dû, mais un don. C'est dans un contexte économique et social préoccupant que le gouvernement a choisi de faire passer en urgence des mutations profondes de notre législation qui pourraient transformer radicalement les relations fondatrices de notre société. Des changements de cette ampleur imposaient un large débat au-delà des sondages aléatoires ou de la pression ostentatoire de quelques groupes. Dans la vie d'une société, il y a des sujets qui engagent la vie personnelle de chaque citoyen et qui ne peuvent dépendre simplement d'une majorité électorale. Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des questions posées, la responsabilité, la sagesse et la prudence devraient conduire aujourd'hui le gouvernement et les parlementaires à un examen plus rigoureux d'un certain nombre de questions qui se posent réellement afin de chercher des ajustements qui seraient nécessaires et raisonnables sans ébranler ainsi gravement les fondements les plus importants de la vie des hommes et de la société. Je vous remercie. Merci, Monsieur le cardinal, et soyez assuré
que nous voulons procéder les uns les autres, et quelles que soient nos opinions, à un examen rigoureux et approfondi. Alors, je vais donner la parole d'abord à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur. J'ai deux brèves questions. Vous étiez déjà opposé au Pacs. À l'époque, vous étiez, je crois, archevêque d'Angers ou quelque chose comme ça. De Tours. Aujourd'hui, vous êtes président de la conférence. Il ne faut pas confondre Tours et Angers. Hein, aujourd'hui, vous êtes président de la conférence des évêques de France et vous êtes opposé à l'ouverture du mariage pour tous. Pourquoi êtes-vous aussi hostile aux droits des homosexuels? Et deuxième question, lorsque ce mariage sera institué par la loi, quelle sera la position des prêtres lorsque ces mariés voudront se marier religieusement? Bien, je vais peut-être donner la parole tout de suite à Madame Michèle Meunier, rapporteure également pour la Commission des Affaires sociales. Merci. Donc vous avez commencé votre propos par dire que ce n'était pas les faits qui décidaient. Pourtant, le législateur parfois est venu donner un cadre légal à des organisations ou en tout cas des faits de société. Moi, je voulais vous parler des familles parce que vous constatez, comme nous, que la famille a beaucoup changé. Elle est majoritairement et temporairement souvent monoparentale. Il y a aussi des familles qui se séparent et qui se retrouvent, ce qu'on appelle les familles recomposées. Bref, il n'y a pas qu'un seul visage à la famille et je sais qu'il y a des croyants qui sont dans toutes les situations existantes autour des familles et notamment des croyants homosexuels qui ont des enfants. Donc je voulais vous demander comment est-ce que l'Église catholique, accueillante et tolérante, accepte ces formes de famille et de quelle manière vous pouvez les intégrer dans votre communauté. J'avais la même question sur le Pacs, donc je ne la poserai pas. Donc voilà, pour un premier temps. Bien, merci. Je vous propose, Monsieur le Cardinal, de répondre aux deux premiers intervenants, si vous voulez bien. Merci. Je vais essayer. Donc, je pense qu'il y a peut-être un malentendu, ou en tout cas une difficulté à faire comprendre notre point de vue quand nous disons que le fait d'être homosexuel ne donne pas nécessairement un droit au mariage. L'orientation sexuelle d'une personne ne l'habilite pas nécessairement à toutes les possibilités de la vie sociale. C'est pas automatique. Et je ne vois pas en quoi le fait de définir qu'il y a des situations sociales qui sont définies dans leur contour et dans leur construction n'est pas une injustice à l'égard de gens qui ont d'autres critères ou d'autres éléments constitutifs. Donc ça ne me paraît... C'est pas parce qu'on est opposé d'ailleurs, à quoi? À la transformation du mariage. C'est pas parce qu'on est opposé à la transformation du mariage que l'on a une attitude négative à l'égard des homosexuels. C'est une option qui rencontre une réalité constitutive de l'existence humaine, qui est la différence entre les sexes, laquelle différence entre les sexes est la condition sine qua non de la transmission de la vie. Alors, on pourra dire aussi que c'est tout à fait regrettable que la transmission de la vie suppose deux sexes différents, mais je ne vois pas en quoi ce serait attentatoire à la dignité des homosexuels que de dire que la transmission de la vie suppose deux sexes différents. C'est une donnée que tout le monde connaît et que l'on peut reconnaître, et qui n'a aucun lien avec une confession religieuse. C'est une donnée anthropologique dont un certain nombre de philosophes ont fait des commentaires que je ne rappellerai pas ici, mais que vous connaissez certainement. Donc ça ne me paraît pas... je ne suis pas opposé aux droits des homosexuels, je suis opposé au fait de transformer une réalité donnée de l'existence humaine en
autre chose, simplement pour permettre à des homosexuels d'entrer dans une structure qui ne correspond pas à ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas engendrer, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bien. La deuxième question que vous avez posée sur le mariage religieux, je ne vois pas très bien où serait la difficulté, parce que l'Église est tout à fait habilitée à définir les conditions d'accès à un sacrement, et c'est pas parce qu'il y a une loi qui autorise le mariage entre des personnes de même sexe que ça nous oblige à l'intégrer comme une règle d'accès au sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est un acte ecclésial qui peut se définir par lui-même et qui peut ne pas intégrer un certain nombre de données qui sont par ailleurs acceptées par la société. Ça n'est pas, à moins que nous ayons déjà interdit de célébrer le sacrement s'il n'y a pas de mariage civil, on nous interdise maintenant de célébrer le sacrement tel que nous le définissons. Personne n'a cette idée. Non, non, mais je signale simplement que nous sommes l'un des rares pays d'Europe où le mariage religieux n'a pas d'effet civil, et donc nous sommes dans une position tout à fait particulière qui va être très difficile. Il m'est très difficile aujourd'hui, dans la communauté catholique, de défendre le mariage civil. J'ai des cas très précis de personnes qui souhaitent se marier religieusement et qui refusent de se marier civilement. Bon, je leur dis, je regrette, la loi de la République ne nous permet pas de le faire. Ils me disent, à quel titre? Je dis, parce que la société a défini les conditions du mariage de telle façon que nous devons passer par le mariage civil avant de célébrer le mariage sacramentel. Bon, alors ils pourront, s'ils sont riches, comme on dit dans certains raisonnements du débat, s'ils sont riches, ils pourront peut-être aller se marier en Espagne, où ils pourront se marier religieusement sans se marier civilement. Ce sera une discrimination supplémentaire. Sur les formes de la famille, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a j'allais dire 36, il y a beaucoup de situations très différentes. Il reste cependant que ces situations ne sont pas structurellement conçues pour éliminer un des pôles de la famille. Ils sont le résultat d'une certaine histoire, ils sont le résultat d'une suite d'événements, de choix personnels ou de contraintes qui se sont imposées par la vie. Moi, j'accepte tout à fait de reconnaître ces situations. Je peux vous donner un exemple parce qu'il n'est pas offensant. Voilà, en ce moment, je suis en train de lire 300 lettres d'adultes qui demandent le baptême. Et parmi ces 300 adultes qui demandent le baptême, il y a un certain nombre de femmes ivoiriennes qui résident en France, qui ont des enfants et qui n'ont pas de mari, n'ont pas d'homme. Et quand je les rencontre, je leur dis, t'as un père pour... Non, non. Je dis, tu crois pas que ce serait mieux? Oh, ce serait mieux, mais j'en ai pas. Elle me dit, bon, voilà, c'est une situation de fait. Je ne vais pas dire que c'est une situation inadmissible. Je sais très bien ce que ça représente. Et donc, qu'il y ait des situations très différentes, je le conçois aisément. Encore faut-il que ces situations ne soient pas éliminatoires des éléments constitutifs de la génération. Parce que la femme ivoirienne qui n'a pas de mari, elle sait quand même que quelque part, il y a un homme qui lui a donné cet enfant. Et un géniteur. Bon. Un homme, oui, c'est un homme, oui. Géniteur, c'est un homme, en général, à moins qu'il y ait des nouvelles découvertes scientifiques qui m'aient échappé, et que la théorie du genre soit arrivée à transformer la science. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur le cardinal. Je vais demander maintenant les collègues, une première série d'interventions. Donc, qui s'inscrit? Madame Benbassa, Monsieur Le Serre, Monsieur Portelli, Monsieur Godefroy. Bon, on prend une série de 4 interventions. Madame Benbassa.
Monsieur le cardinal, je voudrais vous poser une question sur le sacrement du mariage. Vous avez parlé tout au long de votre intervention de ce sacrement. Les homosexuels ne demandent pas un mariage religieux. Ils demandent, et c'est pas sûr qu'ils vont se marier, n'est-ce pas? C'est au nom de l'égalité que le législateur aujourd'hui, disons, essaye de faire une loi pour permettre cette égalité. On peut se marier civilement, enfin, il n'y a pas de... D'ailleurs, les homosexuels n'ont jamais demandé le mariage religieux. Deuxièmement, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot « engendrer ». Aujourd'hui, on peut dire que si on n'a pas une pratique ou une croyance religieuse, on peut se marier civilement sans avoir le seul objectif d'engendrer. N'est-ce pas? Donc là, si vous voulez, on est un petit peu dans le concept de la religion et pas de la vie laïque. Et troisièmement, je n'ai pas très bien compris, mais vous m'éclairerez, j'en suis sûre. Vous avez parlé de l'inégalité entre les homosexuels, enfin les gays et les lesbiennes. Je crois que vous l'avez dit au niveau de l'accès à la parentalité, n'est-ce pas? La PMA permettrait aux lesbiennes d'accéder à la parentalité. Toutefois, la GPA n'étant pas autorisée, enfin la PMA non plus d'ailleurs, mais la GPA n'étant pas autorisée, les hommes homosexuels n'accéderaient pas, donc il y aurait une inégalité. Et oui, mais cette inégalité, cette inégalité existe, mais déjà supprimons la première inégalité devant le mariage. Voilà, j'espère que j'avais bien compris l'inégalité. Vous avez parlé de cette inégalité. Alors, raison de plus, peut-être qu'on devrait également ouvrir la GPA et la PMA à tous les couples. Merci. Merci, Madame Benbassa. Monsieur Le Cerf. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monseigneur, deux très courtes questions. La première, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la position de l'Église catholique vis-à-vis de l'adoption par les célibataires? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que la position de l'Église catholique serait susceptible d'évoluer sur le mariage entre deux personnes de même sexe si le législateur instaurait une séparation étanche entre, d'une part, le mariage et, d'autre part, toute forme de parentalité, qu'il s'agisse de parentalité par adoption ou par PMA et GPA? Merci. Monsieur Portelli. Oui, Monseigneur, moi je voulais vous poser deux questions. La première, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, concernant les racines du mariage civil. Lorsqu'on relit les débats de la rédaction du Code civil, on voit très bien que le Code civil, lorsqu'il a été écrit, et notamment ses chapitres sur le mariage et la filiation, s'enracinent très clairement dans la conception judéo-chrétienne du mariage. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit, et même romaine auparavant, mais en tout cas, celle-là, lorsqu'on lit d'ailleurs les articles du Code civil qu'on lit lors d'un mariage civil, on voit qu'il y a quand même une parenté évidente. À partir du moment où, si ce projet de loi est voté, alors du moment où le lien entre cette origine philosophique et j'allais dire religieuse d'un côté, au moment où ce lien sera rompu, quelle sera l'attitude de l'Église? Est-ce que l'Église pourra reconnaître la moindre légitimité à ce qu'on appellera un mariage civil, mais qui n'aura plus le moindre lien, désormais, avec la conception religieuse du mariage qui a précédé le mariage civil? La deuxième question que je voulais poser, elle est liée à la première. C'est un problème très pratique. En Alsace-Lorraine, en Alsace-Moselle, pays concordataire, le mariage religieux a des effets civils. Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, si on aboutit dans cette procédure, à ce qu'il en soit de même pour les autres régions de France,
notamment dans la mesure où, par exemple, la loi oblige aujourd'hui à se marier civilement avant de se marier religieusement. On sait très bien, d'ailleurs, entre nous, moi je suis maire de ma commune, que 99% des musulmans de ma commune se marient religieusement avant de se marier civilement. Il n'y a que l'Église catholique qui est astreinte à cette obligation, puisqu'il faut signer un papier que l'on remettra au prêtre pour lui indiquer. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que ce genre de disposition a encore un sens, aura encore un sens dans la législation française demain, si cette loi est votée? Bien, merci Monsieur Portelli. Monsieur Godefroy. Oui, Monsieur le cardinal, je n'avais pas souhaité te poser de questions, mais vous avez eu un propos, je n'ai peut-être pas le compris. Vous avez dit tout à l'heure que les homosexuels ne pouvaient pas engendrer. Je n'ai peut-être pas le compris, mais j'ai entendu cela. Et ça m'interroge, en ce sens qu'on sait parfaitement aujourd'hui que des couples homosexuels, qu'ils soient femmes ou hommes, peuvent parfaitement engendrer. Ça se passe pour les femmes par une pratique qui d'ailleurs a été recadrée récemment par le ministère des Affaires sociales concernant le recours à l'AMP, moi je dis toujours AMP, notamment dans des pays étrangers, on appelle les bébés thalys, donc il y a possibilité d'engendrement. Pour ce qui concerne les hommes, indépendamment de la GPA, il y a des couples homosexuels qui ont recours à une amie pour avoir un enfant, et donc il y a possibilité d'engendrer, donc cette notion que vous avez soulevée, peut-être j'ai mal compris, je me prie de m'en excuser si c'est le cas, je pense qu'ils sont en capacité d'engendrer. Et la question, moi, je souhaiterais vous poser, ça revient à un propos que vous avez tenu antérieurement. Vous dites, la vie n'est pas un dû, mais un don. En quoi ces enfants qui naissent de cette façon-là ne seraient pas également un don de la vie? Pourquoi ils seraient exclus à cette notion de don? Bien, merci Monsieur Godefroy. Donc, ça fait déjà un ensemble de questions conséquentes. Donc, Monsieur le cardinal. Je vais remonter à l'envers, si vous permettez, Monsieur Godefroy, que j'ai bien dit que les homosexuels ne pouvaient pas engendrer. J'ai omis d'ajouter entre eux. C'est quand même ce qui est... non, mais je comprends, mais je veux dire... Non, mais parce que la remarque de M. Godefroy s'inscrit et pose une question plus générale, qui est la question du sens de ce qui est possible, techniquement, scientifiquement. Il est possible de... Mais ça ne donne pas le sens de la relation humaine qui est constitutive du don de la vie. Et de fait, un couple homosexuel ne peut pas engendrer dans sa relation amoureuse. Il peut engendrer par d'autres méthodes tout à fait connues, mais qui dissocient cet engendrement de cette relation amoureuse. Or, je pense que cette relation amoureuse, même si elle peut être chaotique et parfois dramatique, cette relation amoureuse est constitutive d'un processus d'identification pour l'enfant. Voilà. Et si elle fait défaut, il n'a pas ce processus d'identification. En tout cas, par définition, le couple homosexuel ne peut pas engendrer par lui-même. Il ne peut engendrer que par recours à une aide extérieure. Alors, sur la question du mariage religieux, Monsieur Portelli, vous me posez une question qui ne m'appartient pas, c'est pas moi qui ai fait la loi de la République. Si vous estimez qu'elle n'est plus conforme à la situation et aux faits, alors transformez-la, mais ne me demandez pas de la transformer, c'est pas moi qui peux la transformer. Je suis un peu sceptique quand même sur la lecture généalogique du mariage par une explication judéo-chrétienne, quand on sait que le Code civil est quand même plus inspiré du droit romain que du droit juif, et que le mariage n'est pas une exclusivité de la filiation du droit romain. Les anthropologues ont suffisamment patrouillé à travers le monde pour montrer que l'organisation de l'éducation des enfants était structurée d'une façon qui ne devait rien à l'Empire de Rome, ni non plus à la Bible d'ailleurs. Bon. Donc je ne pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet. Et je pense que la question que vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez évoqué la question du lien entre le mariage et la parentalité,
je ne me rappelle plus. Non, c'est vous, madame, qui avez évoqué cette question. Que si on mettait une cloison étanche entre le mariage et la parentalité, ça simplifierait toute notre vie. Eh bien, je ne crois pas, parce que je pense précisément que si, dans le débat qui est ouvert actuellement, on ne s'est pas contenté de mettre en œuvre des moyens législatifs ou réglementaires pour résoudre des questions réelles qui existent et qui ont des solutions possibles sans avoir recours au mariage. S'il y a une telle fascination pour une réalité qu'on nous avait décrite comme finie, je dis en passant quand même que c'est assez étrange quand même, qu'on nous a décrit que c'était la fin du mariage, qu'il n'y avait plus de mariage, c'était fini. On est sur une barque qui est en train de couler et brusquement on voit des gens qui se précipitent pour dire on veut monter dedans. Alors on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent venir y faire? Ils veulent venir couler avec nous? Bon, mais enfin, soit cet attrait ou cette fascination pour ce mariage en train de finir tient précisément au fait qu'il y a un lien entre le mariage et la capacité d'avoir des enfants. Ça n'est pas simplement pour le mariage, c'est parce que le mariage est une structure qui est conçue pour la procréation et l'éducation des enfants. Sinon, on peut très bien trouver vous êtes plus expert que moi pour savoir qu'on peut trouver des modalités législatives ou réglementaires pour résoudre les problèmes réels qui se posent. Sur la question que vous avez évoquée, madame, enfin, je n'ai même pas besoin de reprendre ce que vous avez dit, puisque c'est précisément ce que j'ai dit, et dont on m'a dit que j'étais un mauvais esprit, puisque j'insinuais frauduleusement que l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles débouchait sur la GPA. Vous venez de nous en donner l'illustration. C'est évident. C'est évident. Au nom du principe d'égalité qui est le fondement de la réforme, puisqu'il ne faut pas introduire de discrimination. Comment va-t-on gérer la discrimination entre les couples féminins et les couples masculins? C'est impossible. Et donc, il y a eu un dynamisme inéluctable. Alors peut-être que le législateur aura les moyens, la volonté et les moyens d'empêcher ce dynamisme d'aboutir. Mais on voit bien que dans les pays où le mariage a été ouvert à des personnes homosexuelles, en incluant l'adoption, ce qui n'est pas le cas de tous, car beaucoup ont adopté une loi pour ouvrir le mariage aux personnes homosexuelles sans adoption, mais dans les pays où l'adoption a été intégrée, inéluctablement, en raison très simple de la pénurie d'enfants à adopter et du désir de répondre à qu'est-ce qu'il faut dire, un désir ou un droit à l'enfant. La deuxième chose que vous avez évoquée, je suis confus de ne pas avoir été assez clair, mais je n'avais pas eu conscience du tout dans mon exposé liminaire de m'être placé sur le terrain sacramentel. Il m'avait semblé que j'avais posé des questions qui concernaient la réalité conjugale indépendamment de la question de la foi. Car la réalité conjugale, vous dites, il y a un modèle religieux qui associe mariage et procréation. Eh bien, si en France, seuls les religieux associaient mariage et procréation, vous n'auriez pas le taux de fécondité que vous avez en France aujourd'hui. Donc, vraisemblablement, il y a quelques incroyants qui associent mariage et procréation. Les voix du Seigneur. C'est pas les voix du Seigneur, c'est les voix de l'humanité. C'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Voilà. Bon. Et donc, c'est pas le sacrement de mariage qui est en cause, pas du tout. Voilà. Alors,
Je ne sais pas s'il faut que je vous dise encore quelque chose. Non, il y avait les questions de M. Le Cerf. Ah, pardon. Non, mais l'une d'entre elles, la réponse à l'une d'entre elles a été donnée. Et la seconde, vous pouvez peut-être rappeler la seconde, M. Le Cerf. De connaître la position de l'Église catholique quant à l'adoption par des personnes célibataires. Voilà. C'est une position tout à fait traditionnelle de moraliste et de casuiste. Le moraliste, quand il est le plus raffiné, est un casuiste, qui est pas toujours, ils ne sont pas toujours raffinés. Et quand le casuiste est raffiné, son objectif, c'est de faire face à des situations concrètes. La situation concrète, vous avez des enfants qui sont sans parents. Bon. Eh bien, on cherche la formule la plus adaptée, mais on ne part pas de l'idée qu'il faut qu'un célibataire puisse adopter un enfant. Là encore, ce serait se placer du point de vue de l'intérêt de l'adulte et pas du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Moi, je suis tout à fait admiratif et laudatif à l'égard de personnes, comme on en a connu une bonne fournée au cours du siècle écoulé, de personnes qui ont pris en charge des enfants parce que les circonstances de l'histoire ont fait que ces enfants étaient seuls et qui les ont élevés seuls. Il y avait, dans ma jeunesse qui commence à être vieille, on parlait, mais c'était des manières grossières de parler dans les campagnes, on parlait des enfants de femmes. C'était des enfants de familles dont le père avait été tué à la guerre de 14. Et ces enfants étaient élevés par leur mère et leur grand-mère ou leur tante. Et on appelait ça des enfants de femmes parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans leur vie. Bon, ben, c'est pas parce que ça arrive que, on va dire, c'est un modèle de fonctionnement. C'est une façon de faire face à une situation et de le faire du mieux qu'on peut ou du moins mal qu'on peut. Merci. Je vais prendre une nouvelle série de questions ou d'interventions. Oui, parce que, oui, c'est ça, une dernière peut-être. Hein, donc inscrivez-vous si vous le souhaitez, mes chers collègues. Je ne voudrais pas que ces paroles vous plongent dans le mutisme. Alors, nous avons donc, pour commencer, Monsieur Lecomte. Et puis après, attendez, on va prendre une fournée complète, Monsieur Lecomte. Sans ça, ça ne marche pas. Alors, Monsieur Dorincourt, vous voulez pas dire quelque chose? Bien, alors... Mais non, Monsieur Mohamed Soili, vous ne voulez pas dire quelque chose, non? Comment? Alors, Monsieur Mercier n'a pas une parole à nous délivrer. Oui, mais je... Alors, oui, Michel Mercier, non? Oui, Monsieur Mercier est inscrit. Bon, oui, je fais des efforts quand même. Bon, il y a encore d'autres... Monsieur Gélard n'a pas une parole à dire? Monsieur Gélard, ça va? Bien, écoutez, pour le moment, nous avons encore 2 inscrits, mais on aura le temps d'en avoir peut-être d'autres si vous avez des regrets ou des remords. Donc, Monsieur Lecomte. Oui, en fait, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais c'est ce que, Monsieur le cardinal, vous venez de dire juste maintenant qui me fait réagir. Quand vous justifiez de cette manière une adoption par une personne seule, je me dis, et pourquoi alors bloquer pour un couple de personnes de même sexe? Ça doit revenir à la même, c'est la même attitude. La manière de traiter le problème d'un enfant et la capacité d'un couple d'y répondre. Point très, c'est la même chose. Je ne vois pas ce qui, dans votre démarche, diffère ce que vous venez de répondre pour une personne seule d'un couple, quel qu'il soit. Et puis, je voulais revenir aussi à ce que vous avez indiqué au tout début, en disant que la loi ne doit pas être le notaire, d'une certaine manière, des situations de fait. C'est vrai, à un seul exemple, à une seule exception près, quand il s'agit du respect de la vie et de personnes qui, justement, d'enfants qui se trouvent prisonniers des turpitudes de personnes adultes et qui existent et qu'il faut bien à ce moment-là adapter la loi pour justement faire en sorte que ces personnes soient respectées. Et je pense en particulier à certains enfants qui nés de GPA dans des circonstances
ou ils ont été commandés, entre guillemets, par des personnes qui ont joué avec la loi, mais le fait est que la personne existe, l'enfant existe, et il faut le respecter. Et donc, à partir de là, il ne s'agit pas de dire au législateur simplement vous ne pouvez pas être le notaire de situation de fait. Le devoir est de aussi respecter l'intégrité de ces enfants. Si Monsieur Mercier. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir évidemment sur un point qui me semble en fait important pour moi. C'est lorsque vous parlez de la vocation sociale du mariage. Et cette dimension-là me semble être une dimension essentielle dans le mariage tel qu'il a été créé dans notre pays par Portalis en 1804, qui parle de stipulation pour autrui dans le mariage, et pas simplement un acte pour ceux qui se marient, mais surtout un acte social pour ceux qui vont venir après. Et comment verriez-vous dans notre société une réhabilitation de cet acte social qui est quand même fondateur et structurant de notre société? Ou alors, si on le perd, quelle société on va construire avec un mariage qui ne retiendrait que la dimension couple individualiste? J'aimerais que vous alliez un peu plus loin sur cette question-là. Alors, j'ai encore un orateur inscrit, Monsieur Barbier. Je demande s'il y en a d'autres. Hein, il n'y en a pas d'autres, mes chers collègues. Hein. Oui, non, mais tout est... Ne vous inquiétez pas, au Sénat, il y a le temps. Il faut bien penser que le Sénat prend le... Non, ne prend pas son temps, mais prend le temps nécessaire à l'étude rigoureuse et approfondie des sujets qui lui sont soumis. Donc, Monsieur Barbier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monseigneur, au moment du vote du PACS, on nous a posé la question tout à l'heure, on n'avait pas franchement répondu, l'Église catholique n'était pas favorable. On s'est aperçu que le PACS était pratiqué autant par des couples hétérosexuels, peut-être plus que par les couples homosexuels. Est-ce que la position a évolué par rapport à ce PACS qui effectivement pose problème par rapport au mariage et qui ne couvre pas en matière de droit et de succession des réponses suffisantes par rapport au mariage? Bien. Donc, merci. Donc, Monsieur le cardinal, vous avez donc le temps là de répondre à nos trois collègues. Je vais essayer. Alors, pour la question de Monsieur le comte sur l'adoption par des personnes seules, qu'on appellera célibataires, puisque c'est le langage normal, personne célibataire, si elle est reconnue, pourquoi ne pas reconnaître l'adoption par des personnes qui ont l'avantage non seulement d'être un, mais d'être deux, et de pouvoir apporter encore plus qu'un seul, et peut-être plus de sécurité et plus de confort. Mon opposition ne porte pas sur le nombre ou la nature des gens, elle porte sur le point de départ. C'est-à-dire qu'on se pose toujours la question comment on va faire pour autoriser les gens à avoir des enfants. L'adoption, c'est pas comment on fait pour satisfaire le désir d'enfant des adultes, c'est comment on fait pour assumer des enfants qui en ont besoin. C'est pas le même point de départ. Et visiblement, dans le projet de loi, on entend rarement évoquer, si jamais il l'est quelquefois, la question de que sont ces enfants dont on parle, qui vont être adoptés, d'où sortent-ils, qui sont-ils, que vont-ils devenir? On n'en parle jamais. On est focalisé uniquement sur la question du droit des adultes. C'est autre chose, c'est une autre approche. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas la même situation. On a des situations de nécessité où il faut assumer des enfants qui sont abandonnés ou qui sont dépourvus de parents ou toutes sortes de situations. C'est une chose. C'est autre chose de dire on va faire une loi pour que quiconque le veut puisse avoir un enfant. Ben oui, mais c'est... Alors, l'autre question sur le PACS, autant que je me souvienne, bien que ça commence à être ancien, on nous avait quand même bien expliqué qu'il s'agissait du droit des homosexuels, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est surtout utilisé par les hétérosexuels. Donc ça veut dire qu'il y a quand même
une légère marge entre l'intention et la réalisation. Au moment de la discussion pour le pacte, je pensais, et j'ai dit avec conviction, que je pensais que c'était le premier pas d'une atteinte à l'équilibre du mariage. Nous sommes quelques années après et nous voyons les fruits, bien que dans le débat qui a marqué l'adoption du Pacs à l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux de l'époque, Madame Guigou, avait fait une profession de foi tout à fait magnifique sur l'originalité exceptionnelle de la famille par rapport à l'éducation des enfants, etc., etc., dont il n'était absolument pas question. Nous savions très bien où ça allait. Et ça y est allé. On y est. Voilà. Et donc, il ne faut pas dire que c'est une vision pessimiste de l'univers. Il y a des logiques, il y a des dynamismes qui se développent. On ne peut pas dire, ce n'est même pas d'ailleurs du tout un fantasme, parce que ça a été dit explicitement par l'une ou l'autre personne dans les semaines écoulées. On va laisser de côté la question de la PMA parce que les gens ne sont pas prêts, mais ça va de soi que ça va rentrer dedans. C'est évident. Bon, alors, il ne faut pas me dire que c'est un combat pipé. Voilà. Donc, je dis, soyons honnêtes, disons clairement les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, alors, disons que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien. Alors, sur Monsieur Mercier me complique beaucoup la vie. Sur... non. Ce que je veux dire, c'est que je crois que la constitution du mariage et sa mise en œuvre dans la société fournit un point d'appui à l'élaboration éducative et pédagogique d'une cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que le principe de fonctionnement du mariage, c'est que la stabilité du contrat n'est pas simplement la somme physique des désirs individuels de chacun. Voilà. Une relation amoureuse peut s'accomplir simplement par la somme des désirs individuels de chacun pendant la durée de ces désirs et s'effacer quand ces désirs n'existe plus. Bon. Je ne dis pas que c'est une conduite que je conseillerais à des jeunes d'adopter, mais je sais que ça existe et je sais qu'il y a des gens qui le vivent. Bon. Mais je pense que ça ne correspond pas au mariage. Il se peut d'ailleurs que ces gens se marient sur cette base et que par ailleurs ils découvrent qu'il y a quelque chose de plus dans leur mariage, c'est autre chose. Mais la responsabilité de la société, ça n'est pas simplement d'être le reflet des forces obscures qui traversent l'esprit et le cœur des hommes, c'est d'indiquer aussi une modalité de construction. Or, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société, c'est précisément le défaut d'instance intermédiaire entre l'individu et la macromasse. S'il n'y a rien entre l'individu et la nation dans son ensemble, alors on est dans un univers où la seule possibilité de se faire entendre, c'est le recours à la force. Bon, à la force morale ou à la force physique, ça dépend. Bien. Le mariage, ça veut dire un homme et une femme s'engagent pour durer. Ils y arriveront peut-être pas, mais c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils mettent en œuvre, et ils le mettent en œuvre pas seulement pour eux, mais ils le mettent en œuvre pour les enfants qu'ils souhaitent avoir, ou qu'ils auront sans les avoir souhaités, ou qu'ils souhaiteront sans pouvoir les avoir. Mais il y a toujours ce lien, et je précise, parce que notre expérience pastorale est assez volumineuse dans ce domaine, que dans beaucoup de cas, en tout cas à Paris, des mariages qui se présentent, des jeunes qui se présentent pour se marier et qui demandent à préparer leur mariage, il y a un lien immédiat avec l'enfant, soit parce que l'enfant est déjà là, soit parce qu'il est en train de venir, soit parce qu'il souhaite qu'il vienne. Mais en tout cas, c'est l'enfant qui joue le rôle de détonateur pour qu'une relation
vécu dans l'ambiance de notre culture contemporaine sur le mode de l'essai et de si ça va, si ça va pas, on se séparera, etc., que vous connaissez mieux que moi, bon, que ce mode de relation, d'un seul coup, ils se disent, bon sang, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas avoir 1, 2 enfants et dire, ben, on verra bien plus tard. Ou alors on est irresponsable. Or, je crois précisément que les gens qui se marient aujourd'hui ne sont pas irresponsables. Ils sont tout à fait responsables. Ils prennent conscience de leur responsabilité de parents et ils se présentent pour fixer, pour stabiliser leurs relations de telle façon qu'ils puissent garantir à leurs enfants un point d'appui qui n'est pas simplement une sorte de référence de livret de famille bleu ou de livret de famille rose ou de livret de famille jaune. Je ne sais pas quelles seront les couleurs qui seront choisies. Bien. Écoutez, mes chers collègues, je voulais remercier Monsieur le cardinal André 23 d'être venu, président de la Conférence des évêques de France, d'être venu nous parler et répondre aux questions que vous avez bien voulu poser en respectant parfaitement le temps qui était imparti, puisque chaque culte dispose du même temps. C'est au moins un principe d'égalité qui régit notre emploi du temps. Donc nous vous remercions très sincèrement d'être venu. Merci à vous.